nous allons accueillir, nous gardons Damien Asbrook, je vous l'ai dit, qui aura ma première question. Marie-Noëlle Normand va venir nous joindre, vous êtes responsable du service Relations extérieures et sociales AG2R La Mondiale. Soyez la bienvenue. Madame, veuillez prendre place, on va rallumer un petit peu si c'est possible. Et puis on va accueillir Alain Doulet, qui est vice-président, je l'ai cité plusieurs fois, du Conseil général de Saône-et-Loire, qui s'occupe d'économie, d'innovation, de développement, qui aura ma deuxième question, je vous le dis tout de suite, hein, je prépare le terrain. Et puis on va accueillir Rémi Environ, président de la CCGAM, avec qui nous parlerons également de ce qui se passe ici dans ces murs et de cet enjeu économique. Alors, Damien Asbrook, tout de suite une réaction. Le monsieur dit tout à l'heure, et j'allais dire, Evelyne Couvrot avait une transition magnifique il y a un instant entre ces deux débats. On peut aussi développer des emplois, faire du développement économique à travers cette domotique et ces techniques. Et on parlait de PAC tout à l'heure. C'est quoi un PAC minimum aujourd'hui? Au niveau du coût, alors parlons argent maintenant pour le coup, puisqu'on a parlé beaucoup d'humains. Ça marche plus? Il y a peut-être un petit truc à ouvrir, allez-y. Là. Ça va le faire ou pas? Si ça ne marche pas, je vous donne le mien. C'est bon. Ouais. Ça ne marche plus, je vous donne le mien. Allons-y. Au niveau du coup, alors ce qui a été intéressant dans cette démarche, et d'ailleurs qui a été déployé dans d'autres régions, et je les citerai après, puisqu'on ce qu'on a trouvé intéressant, c'est justement de mettre en relation les collectivités, ce qu'on a fait en Creuse, c'est que le Conseil général a donné le là, c'est-à-dire que la puissance publique est là pour donner le là et regrouper les acteurs. Vous avez vu la téléassistance qui, je le souligne d'ailleurs, a été acceptée par la majorité des personnes âgées. Dans le cadre de l'enquête qualitative, elles l'ont toutes indiqué. Et ils ont travaillé évidemment avec les organisations professionnelles, donc là, d'installateurs, puisque ce sont les professionnels qui mettent en œuvre. Et ensuite, ils ont pris en charge une partie du coût, notamment avec l'aide personnalisée à domicile, donc l'APA. Et en fonction, je dirais, des revenus, ils finançaient une partie ou l'intégralité du PAC domotique qui, Julien, si je ne m'abuse, excusez-moi, j'ai oublié, mais c'était à peu près autour de 30 et quelques euros mensuels. Sachant qu'aujourd'hui, ils ont déployé 1000 PAC, et ce qu'on évoquait aussi dans le film, c'est la notion de formation, puisque l'Université de Limoges travaille fortement sur ce dispositif. Il y a eu des BTS de domotique qui sont créés, il y a un master en domotique qui s'est créé à Limoges, et dans ce cadre, ils ont aussi déployé maintenant un petit peu ce retour, puisque déjà, ils ont identifié depuis le déploiement de ces PAC le fait que les personnes, donc on va dire le déplacement, en tout cas le déplacement du domicile on va dire en maison adaptée, a reculé de 2 ans auprès de la population. Donc 2 ans, c'est pas neutre par rapport au coût. Et aujourd'hui, ils sont en train et on les soutient évidemment, de mettre en place une étude économique pour mesurer évidemment la pertinence de tous ces déploiements. Alors, financement privé-public pour vous, comment vous positionnez là-dessus? Alors, je vais donner mon regard là de Damien Asbrook, en tant que citoyen, qui personnellement est un peu toujours, on va dire, déstabilisé de n'attendre que de l'aide pour pouvoir faire des choses. Ça, c'est peut-être un petit peu... on a l'impression finalement qu'on ne peut toucher à son logement, faire des choses que si on a des aides. Je trouve ça un petit peu personnellement agaçant. Après, côté Promotelec, là, si je reprends ma casquette professionnelle, je pense que l'aide est là pour aller plus loin, ou pour expérimenter et donner la voie, mais dans un sens, on va dire, de long terme. Puisqu'on a vu des exemples, alors là je change un peu de sujet, mais si on prend l'exemple du photovoltaïque, il y a eu des aides, mais dès qu'il y a eu une filière qui s'est développée, et dès que les aides ont été coupées parce que ça représentait un coût, parce que justement ça marchait, finalement la filière a été certainement en difficulté. Donc c'est donner des exemples, montrer que ça marche, et ensuite, je dirais, laisser la responsabilité aux acteurs de développer ce qui fonctionne. Alors on va donner la parole à Alain Doulet, qui est à côté de vous,
Qu'est-ce que vous dites? Prenez le micro, monsieur le vice-président, vous dites quoi? Vous chargez de l'économie de développement, c'est l'effet qui se coule, c'est double chose. À la fois on va amener du confort à nos anciens, à la fois ils pourront rester plus longtemps chez eux, à la fois on va créer des emplois, on va créer de la formation, on en parlera tout à l'heure, on est dans des murs quand même de référence ici. Vous en pensez quoi? Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais féliciter l'association qui a mis cette plateforme au point. Très belle association, très belle plateforme. Non, ce que je voudrais dire, moi, je voudrais parler du robot qu'on est en train d'impulser. Le robot présentiel. C'est juste après la domotique, mais c'est de la domotique. Voilà. Ce robot, il serait pour les personnes plus dépendantes. Et on a la chance d'avoir une école d'ingénieurs à l'ENSAM en Saône-et-Loire. On voudrait la faire travailler, d'ailleurs elle a une subvention là-dessus. C'est les arts et métiers. Hein. C'est les arts et métiers, oui. Donc voilà, ce robot présentiel, ça serait par exemple, je vais donner un exemple, le robot présentiel, il est dans la pièce, là, et puis c'est lui qui va recevoir la communication du fils qui veut voir sa mère, là. Et puis en général, la grand-mère, elle ne sait pas trop faire pour prendre le téléphone, elle ne sait plus où est le téléphone. Donc c'est le robot qui va venir vers la grand-mère, parce qu'il aura, le robot, lui, repérer la grand-mère avec la technique visuelle, la nouvelle technique de détection des formes. Il va voir que la grand-mère, elle est dans le fauteuil à gauche. D'habitude, elle était dans le sud-droite, mais c'est pas grave, il va faire pour la pièce, il va aller à elle, et il va lui dire « Grand-mère, ton fils te téléphone ». Et là, la grand-mère va pouvoir rentrer en communication. Et réciproquement, la grand-mère pourrait appeler le robot en disant « Petit robot, je vais téléphoner à mon fils ». Donc, elle pourra le voir en direct. Voilà, c'est de la domotique un peu avancée, c'est ce qu'on voudrait impulser, puisque je sais là. Bon, on s'occupe aussi d'innovation et on voit un peu le futur dans un conseil général. Mais de toute façon, que ce soit domotique ou robot présentiel, c'est de la formation, de l'investissement, c'est l'économie qui se met en place au service de nos populations. Donc, je veux dire, c'est un cercle vertueux. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un slogan comme ça, que nos anciens sont l'avenir de nos jeunes sur notre territoire? Écoutez, on peut le dire, et puis on se doit assistance à nos anciens. Et je veux dire, et donc le Conseil général a mis au point, parce qu'on s'est été abordé par Christian, et qui a répondu à une question de l'assistance dans une réunion, donc le Conseil général a mis au point un plan de très haut débit. Donc le très haut débit doit normalement être terminé dans tout le territoire en 2020-2022. Et ceux qui n'auront pas le très haut débit tout de suite vont avoir une augmentation de débit. Voilà. Beaucoup plus rapide. Donc ça répond aussi à la question d'Adam qui disait, mais oui, mais bon, le très haut débit c'est bien, mais j'ai encore ce 512K. Donc normalement, elle vient avec le haut débit. Très rapidement. Voilà. On parlera du développement sur le territoire dans un instant. Je me retourne vers vous, madame. AG2R, Marie-Noëlle Normand, je vais être la responsable du service relations extérieures et sociales. D'abord, rapidement, l'AG2R, on va situer pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a très peu, mais je vous en prie. Donc, AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale, d'assurance de personnes, donc protection sociale. Quelques chiffres pour vous donner le poids du groupe. Hein. C'est 11 000 salariés, hein, c'est pas rien. C'est une entreprise sur 4 qui est adhérente à AG2R La Mondiale, c'est aussi pas rien. Ça veut dire que le poids économique, il est important, et puis quand l'activité économique fonctionne, et bien pour le groupe, ça fonctionne aussi. Donc c'est important pour nous aussi de s'investir dans des projets comme ceux d'aujourd'hui. Et puis, ce que je veux dire, donc la protection sociale, donc on est en retraite complémentaire, en prévoyance, en mutuelle, en épargne retraite, hein, donc on est à la fois basé sur un système de répartition et de capitalisation. Mais quand même de dire que le groupe AG2R La Mondiale, c'est pour moitié du chiffre d'affaires la retraite complémentaire. Pour revenir maintenant à nos anciens, voilà, vous alliez y arriver, je crois, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous portez un intérêt majeur, vous, structure privée, à suivre cette évolution? Alors, je dirais structure privée, vous m'avez coupé quand je disais que la moitié du chiffre d'affaires du groupe, c'est la retraite complémentaire. Moi, je dirais qu'on a un fonds social qui est conséquent, parce que c'est un fonds social qui est assis sur les cotisations des salariés. Ce qui fait que de façon conséquente, on a quand même une dotation. Ces fonds ne sont pas complètement ils sont gérés par AG2R, mais ils sont encadrés par les fédérations AGFACO. On ne peut pas faire n'importe quoi de ces fonds sociaux.
Aujourd'hui, on a des orientations qui nous sont données. Alors, AG2R a ses priorités au niveau de l'action sociale pour dépenser ses fonds sociaux au profit des adhérents, des retraités. Et l'un est vraiment, c'est accompagner le grand âge, et notamment dans le logement adapté. Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait rien. Enfin, les caisses de retraite complémentaires, il y a AG2R, mais il y en a d'autres. C'est essentiellement un accompagnement qui se fait sur un plan individuel, au niveau des aides qui sont données. Et comme le disait Madame Coudereau tout à l'heure, on voit bien que c'est insuffisant. Aujourd'hui, on a une politique vieillesse qui dit les personnes, on a une politique liée au vieillissement à domicile, et puis c'est la volonté du plus grand nombre, c'est de rester au domicile, mais on n'a pas tous les jours les moyens de pouvoir le rester. Pour plein de raisons. Donc, au niveau d'une caisse de retraite complémentaire, donc accompagner le grand âge, donc on est quand même sur des valeurs de solidarité, donc c'est d'aller aussi sur les personnes qui sont plus en difficulté, et puis aussi comment on peut mettre en place des moyens pour garantir le maintien à domicile. Ils se font toujours en complémentarité, donc des dispositifs de droit commun. Ça, je tiens à le dire, on n'a pas les moyens des conseils généraux. Alors, pour aller plus avant sur notre positionnement par rapport... Je pourrais revenir vers vous après, exemple. Voilà, le positionnement par rapport à ce projet, on voit bien que les aides individuelles, elles ne sont pas suffisantes. Il faut aussi se projeter aussi dans l'avenir. Et le projet porté par AMDF, il nous semblait intéressant, c'est pourquoi on s'est positionné, parce que c'est plusieurs acteurs sur un territoire qui voient non pas les personnes âgées comme une charge, mais comme une richesse. On peut le voir sur un plan économique, c'est comment on peut répondre à des besoins et en répondant à ces besoins, on crée une synergie. Donc, nous, on sait plus, l'expérimentation, elle est financée par le Conseil général et la communauté de communes, et ça nous semble intéressant. Quand j'entendais tout à l'heure, qu'est-ce qui est du gadget et qu'est-ce qui est de l'important, c'est important qu'on puisse avoir des regards croisés, vous apporter la technique, et puis après, la personne lambda qui va l'utiliser, est-ce que ça va être utile pour elle ou pas? Et puis après, il y a la solvabiliser, qui va payer, comme vous le dites, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est la collectivité, parce que si on a une politique pour le maintien à domicile, qui paye, est-ce que c'est les cotisations, est-ce que c'est les impôts? Alors on va donner la parole à Marie Robert à ta côté. D'abord, une première question, c'est sur cet aspect public-privé. J'ai vu que vous acquiesciez à l'instant quand M. Hasbrouck disait il ne faut pas commencer par dire combien j'ai pour faire ceci, etc. Quelle est votre position là-dessus? Et puis sur cet effet qui se coule, c'est-à-dire que double effet, non seulement on va pouvoir créer de l'emploi, on va pouvoir développer votre sentiment dans un lieu que vous connaissez bien. Oui, j'approuvais parce que c'est vrai qu'on a tendance dans notre pays aujourd'hui, notamment pour bon nombre de propriétaires, à dire mais comment je vais être aidé pour pouvoir faire des travaux, etc. Donc il faut partir déjà du fait qu'il y a des travaux à faire et qu'il faut les faire, parce que quand on est propriétaire, notamment propriétaire bailleur, on ne peut pas seulement encaisser les loyers, il faut aussi de temps en temps rénover son patrimoine et le maintenir, on n'est pas dans une logique de rente. Donc, s'il y a des aides, tant mieux, mais de toute façon, il faut entretenir son patrimoine. Ça, c'était une parenthèse. J'ai bien aimé votre approche personnelle. On a trop tendance dans notre pays à dire il faudrait systématiquement une aide par rapport à, alors que dans certains cas, parce que la personne a les moyens de faire autrement, il peut ne pas y avoir d'aide. Bien, ça, c'était une parenthèse. De toute façon, il va falloir s'y habituer, puisque, comme c'était dit tout à l'heure, dans notre collectivité aujourd'hui, quand on reçoit des partenaires, c'est en gros pour leur dire comment ils vont pouvoir se passer de l'aide qu'ils venaient nous demander. Donc voilà, il va falloir s'y habituer, c'est comme ça, nous sommes dans une période de restriction budgétaire, mais en même temps, à nous justement de mettre les moyens où il faut les mettre. Sur la deuxième question, moi je crois qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle la silver economy, c'est aujourd'hui un élément clé de développement de nos territoires. Ça a été souligné pour la Creuse. Nos anciens ont des besoins, donc nous répondons à un véritable besoin social. Je crois qu'il ne faut pas opposer d'ailleurs humain et technologie. Je pense qu'il faut dépasser largement ce débat-là. Nos anciens ont besoin et de l'humain et de la technologie. L'un ne doit pas remplacer l'autre, c'est pas parce que vous avez mis
un système de dialogue à distance avec la webcam qu'il ne faut plus venir voir vos grands-parents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas caricaturer. On a toujours besoin de l'humain et en même temps, la technologie, elle peut dans certains cas prendre un peu le relais, faire en sorte que le suivi soit plus rapproché, etc. etc. Donc, améliorer la vie. Moi, j'y vois 3 éléments à cette silver economy. Premier élément, ça a été souligné, tout un développement de PME, PMI, ça a été souligné par monsieur tout à l'heure, avec une logique à la fois de création. Nous avons d'ailleurs sur notre territoire 2 entreprises en projet prémisse autour des nouvelles technologies pour les personnes âgées, notamment comment on peut faciliter la mise de bas de contention, comment on peut faciliter un certain nombre de problématiques qui sont ceux de nos anciens. Il y a la partie installation, maintenance de tous les systèmes, parce que ça aussi c'est un travail important. Il y a la partie formation, et là on est bien placé ici pour le savoir, donc il y a, après, sur la partie formation. tout à fait, il y a tout un ensemble de choses extrêmement importantes. Le deuxième élément, c'est l'emploi à domicile. Et ces nouvelles technologies, cette domotique, elle peut aussi faciliter l'emploi à domicile. Et ça, c'est important. Moi, je suis frappé dans nos permanences, par ce contrôle des collègues, de voir de plus en plus de personnes qui arrivent à 50, 55 ans, nous disent, écoutez, maintenant, je ne peux plus travailler à la salle, je ne peux plus travailler sur ces emplois-là parce que j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes... Bon. Donc, tout ce qui peut faciliter l'emploi à domicile, y compris quand on a des problèmes de santé, c'est vrai que quand il fallait lever la personne âgée par ses propres moyens, c'est pas la même chose que quand on a amélioré, j'allais dire, l'ergonomie, et puis demain, peut-être qu'avec justement la domotique, on pourra aussi faciliter ce travail-là pour ceux qui travaillent auprès de nos anciens. Alors, juste un petit aller-retour avec Alain Doulet, puis je vous redonne la parole un instant. Alain Doulet, parce que vous serez, Rémi Enverrotte pourra compléter, mais vous pouvez nous parler à l'échelle de la Saône-et-Loire. Il y a l'attractivité des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser, alors que tous les territoires essayent d'accueillir des populations, que peut-être il y a une vraie carte à jouer en disant, voilà, nous on est peut-être comme la Creuse, mais très en avance sur cette problématique-là, on a des entreprises qui sont formées pour cela, et aujourd'hui, vous pouvez vieillir zen sur notre territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des populations qui recherchent ces endroits où on est un peu plus en avance? Écoutez, si j'en crois les gens que je vois sur mon territoire, il y a beaucoup de personnes qui ont fait carrière à Paris, par exemple, ou dans des grandes villes, qui disent on va prendre notre retraite chez nous. Donc il faut leur offrir une garantie de pouvoir rester finalement dans leur maison. Parce que sinon, si c'est pour simplement leur garantir une place à la maison de retraite, ils vont peut-être rester à Paris. Et puis ils auront une vie un peu moins agréable. Non, il y a toute une politique générale de la... Alors ça peut être foyer logement, qui est une grande maison aussi après, pour aller dans un petit appartement aussi, avant d'aller dans la maison de retraite. Mais dans le petit appartement, il faudra de la domotique également. Et puis on peut rester dans sa grande maison si on a aussi de la domotique peut-être. Donc il n'y a pas de cas généraux, je crois. Il faut s'adapter les à investisseurs privés dans l'immobilier ont intérêt d'équiper tout de suite minimum les espaces. Oui, il y a pas mal de projets de foyer logement pour personnes âgées. Et je pense que les investisseurs, j'espère qu'ils le prévoient, et je vais m'en assurer chez moi en particulier. Oui, parce que je crois que ça sera demandé d'ailleurs par les locataires futurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne construit pas pour les gens qui sont en maison de retraite. On construit à la limite pour les gens de ma génération. Voilà. Je vous redonne la parole un instant. Alors, on voit ça, je suppose que ce qui est vrai au niveau de la Saône-et-Loire, porté par Alain Doulet, est vrai au niveau de la CCGAM, de l'Autunois-Morvan. Mais en même temps, est-ce que vous, les collectivités, qui êtes chargées aussi de l'attractivité de ce territoire, vous hésitez à trop communiquer là-dessus? Parce que, est-ce que ça risque pas, c'est assez idiot, mais est-ce que ça risque pas d'être un arbre qui cache la forêt, et c'est-à-dire de montrer un territoire, communiquer sur un territoire vieillissant? Non, absolument pas. D'ailleurs, le collègue de la Creuse, de ce point de vue-là, je veux dire, il était très clair. Il s'agit effectivement de faire en sorte qu'en répondant à ses besoins, on puisse maintenir des jeunes autour de ces métiers-là, qui vont trouver à la fois une fonction économique et en même temps une fonction sociale sur notre territoire à travers ce soutien à ces enjeux. Pour terminer ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi le suivi des personnes à distance. On l'avait vu d'ailleurs dans le reportage sur la Creuse. Il faut savoir que dans quelques semaines va s'installer à Autun une plateforme de cette nature qui va irriguer toute la Bourgogne à partir d'Autun sur ce suivi à distance
des personnes qui ont besoin d'être, j'allais dire, en lien permanent avec l'extérieur en continu. Là encore, ça ne remplace pas la visite du fils, de la fille, etc. Mais ça peut venir en complément. Et puis, dernier point, je crois, sur la silver economy, ça, des quelquefois, on l'oublie, c'est aussi considérer que les personnes plus âgées sont une véritable chance pour nos territoires, en termes de connaissances, en termes de capacité à s'investir bénévolement ou même encore économiquement. On a beaucoup à apprendre des plus anciens, on a beaucoup à construire avec eux pour faire avancer la société, alors qu'on a eu trop tendance à les mettre un peu à côté, de côté, comme si d'ailleurs la retraite était presque une rupture à un moment définitif. Ça, il faut absolument que l'on comprenne beaucoup plus et d'autres sont plus en avance que nous, ou n'ont pas rompu ces ponts-là, que nous avons, à travers les anciens, une véritable chance du développement économique de territoires comme le nôtre. Ça, c'est quelque chose qui me paraît aussi important. C'est le troisième volet. On parlait matière grise. Elle est bien sûr chez les jeunes, mais elle est aussi chez nos anciens. Vous voulez intervenir, je vous en prie. Sur votre droite, je vais me retourner vers la salle pour des interventions de la salle. Je vous en prie. Pour compléter ce que vous dites, je trouve intéressant dans l'expérimentation qui est faite, c'est qu'on associe les personnes au projet, puisqu'on va appuyer l'expérimentation avec les personnes concernées. Et je pense que c'est là que c'est intéressant, parce que là, on confond les gens qui en ont besoin, et ils vont le dire, si effectivement ils en ont besoin, et après, si justement ça répond, après, c'est comment, eh bien, on va pouvoir le proposer à plus large. Et tout à l'heure, certains l'ont fait remarquer, c'est de dire par rapport au public senior, on sait bien que les personnes restent dans leur appartement, ne bougent plus, et l'adaptation, elle est difficile. Donc, si on est convaincu du bien fondé de la domotique, je pense qu'aussi, il va falloir l'accompagner. Et je pense qu'une caisse de retraite complémentaire, au-delà du soutien financier qu'elle peut apporter, elle peut avoir aussi un rôle d'information et de sensibilisation auprès des adhérents et des allocataires qu'elle peut avoir. Non, merci Rémi Revert. Je vous redonne la parole un instant. On va lui demander de venir, Hubert Joby qui va venir nous rejoindre maintenant. Puis ensuite on lancera les échanges. Je vous laisse le présenter parce que, j'allais dire, on a l'impression que ces murs ont été construits autour de lui. Non, les murs existaient avant qu'il arrive quand même. Oui, on est sur le site d'une ancienne fonderie. Chaque fois que je viens ici, je remercie les anciens salariés de la fonderie qui ont fait en sorte que l'outil soit préservé le temps que la collectivité le reprenne et qu'avec les aides de l'Europe, de l'État, du département, du conseil régional également, on puisse rénover cet ensemble qui est entièrement réindustrialisé. Et dans cette logique-là, il y a eu la création d'Autun Normand Développement Formation, qui est un outil absolument exceptionnel qui rapproche l'offre et la demande de formation, qui n'est pas un centre de formation lui-même, qui n'est pas, j'allais dire, formateur, mais qui met en place tous les outils pour que, à la fois, ceux qui se forment et ceux qui viennent pour former soient dans les meilleures conditions possibles pour se faire. Et on a eu la chance, non seulement d'avoir les présidents les plus performants, non seulement d'ailleurs de notre bassin, mais sans doute de la Creuse et de l'Europe en 20 ans, mais en plus, nous avons eu la chance d'avoir Hubert Joby et puis son équipe qui fait un travail remarquable autour de ce concept un peu nouveau. Aujourd'hui, c'est la domotique, mais il y a bien d'autres thèmes et outils de formation qui se développent ici. Mais je vais tout de suite passer la parole à Hubert Joby. Allez, on va lui passer la parole, puis après on prendra des interventions de la salle. Voilà, alors on l'a vu tout à l'heure, le cluster qui existe, est-ce qu'aujourd'hui ça se met en place sur notre territoire? Et puis et vous, est-ce que vous êtes d'ores et déjà en place pour aider ces entreprises à se former, pour aider également les personnes qui font de l'aide à domicile à se former? Où vous en êtes au niveau de votre plateforme? Alors pour refaire un tout petit zoom en arrière, on voit bien qu'il y a deux axes à travailler. Il y a les aspects techniques et aujourd'hui les outils techniques simples ou sophistiqués, ils existent. Il y a eu des échanges sur le niveau d'installation de la domotique dans les habitations. Vous verrez tout à l'heure dans le pôle, on a développé tout un tas d'outils qui permettent de placer le curseur où on a envie. On peut aller du simple chemin lumineux pour éviter les chiffres la nuit,
jusqu'à des commandes à distance de l'ensemble des volets roulants de la plateforme. Voilà, il y a tout un tas d'outils. Donc aujourd'hui, on sait que les solutions techniques simples ou complexes, elles existent, on les maîtrise, on vous fera faire un petit tour dans l'appartement. Après, il y a ce côté social qu'il faut bien évidemment maintenir, et là de la même manière, il faut savoir où on va placer le curseur. Donc pour savoir où on va placer le curseur, on se rend compte qu'il y a toute une phase d'appropriation qui est nécessaire. Il y a encore un gros travail d'appropriation de la part du public. On l'a vu, hein, on a organisé 2 manifestations avec le GA2B et Promotelec, un test sur une journée de formation, une journée test, et puis une journée porte ouverte. Bon. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une vraie interrogation par rapport à cet outil domotique. Bon, on a donné une définition de ce qu'était la domotique. Il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire, donc il y aura une vraie phase de communication à mettre en place. Donc l'idée, le pôle domotique, il est là pour ça. Bon, donc je vais en parler. Par contre, l'outil, le pôle domotique, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on avait le GA2B qui a permis de réunir donc, des fabricants, des gens qui font de l'ingénierie, enfin voilà, des négoces, donc le côté professionnel. Nous, on est contents, parce que la plateforme, en tout cas, elle, aujourd'hui, elle permet aussi de mettre autour de la table donc, le côté professionnel, et nous, on a rajouté le côté aidant et aidant naturel. Et on a en plus nos élus donc, qui peuvent être autour de la table. Donc, au-delà du développement de la formation de l'outil, le pôle, il a aussi aujourd'hui cette vocation-là. Bon. Maintenant, donc, le pôle domotique, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, on parle d'un espace dédié à l'autonomie, mais nous, le pôle domotique, on le veut comme un outil qui va permettre de travailler sur tout un tas d'outils. On parle de l'autonomie, mais il y a aussi la qualité de l'air intérieur, il y a tout le volet énergétique lié à l'autonomie. Donc, notre idée, c'est de développer la domotique au sens large. Bon, pour développer la domotique au sens large, donc on a eu des premiers partenaires qui nous ont permis d'avancer, et on continue à avoir de nouveaux partenaires. Le pôle formation, il va servir à 3 choses, ou à 3 types de publics plutôt. Donc à former les électriciens. Parce qu'en fait, on est arrivé, pourquoi on s'est lancé dans cet outil, c'est une entreprise autunoise, une entreprise d'électricité autunoise qui est venue nous voir en nous disant aujourd'hui, nous on voudrait bien se lancer dans la domotique, mais aujourd'hui les formations, pour qu'on puisse suivre des formations, il faut qu'on aille à Lyon, ou il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Donc pour nous, là, on revient sur les fondamentaux d'AMDF, donc on a dit on essaye de répondre aux besoins de l'entreprise. Bon. Il s'est trouvé qu'on a eu la chance de rencontrer le GA2B avec Guillaume Pianon et puis Julien Bardin qui animait le forum du cluster l'an dernier. Et tout de suite, ça a bien fonctionné. Donc l'outil va permettre de former les électriciens, va permettre de former les aidants, parce que les aidants, ils ont besoin aussi d'être formés et informés. Et là, on l'a vu lors d'une journée de test qu'on a fait avec l'association de soins de service, la SAD, où on a fait venir des aidants. Et le début, les gens ils étaient un peu sur la défensive, parce qu'on ne connaît pas ce que c'est que la domotique, mais en fin d'après-midi, les gens en redemandaient encore de l'outil domotique. Donc on voit qu'il y a un vrai besoin de communication. Et puis, il y a le côté information pour le grand public. Et là aussi, sur le grand public, il y a besoin donc d'informer les gens. Donc en fait, le pôle domotique, c'est là notre idée, quoi, hein. C'est que ça devienne un centre de ressources. On espère qu'on en fera un centre de ressources déjà départemental. Après, si on peut en faire un centre de ressources bourguignon, ben, ce sera encore mieux. Mais en tout cas, c'est notre ambition. Et franc-comtois. Voilà. On va y aller par étapes. Et voilà, donc l'outil, il a plusieurs vocations, en tout cas aujourd'hui. On va donner peut-être la parole à la salle. Qui veut intervenir, poser quelques questions? Oui, excuse-moi. Oui, Hubert. Je suis chez moi en plus, donc il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant, parce que la présence, on a la présence aujourd'hui donc du Conseil général de Saône-et-Loire, on a la présence d'AG2R, la mondiale, et on a la présence donc, de la communauté de communes au travers du CIAS, parce que maintenant on va lancer une phase d'expérimentation. Les gens dans la salle me disaient, plusieurs m'ont dit, mais c'est quoi cette expérimentation? Donc en fait, on voit que l'idée c'est l'appropriation.
Et pour que les gens puissent s'approprier l'outil, on veut mener une expérimentation. C'est-à-dire qu'on va installer des packs domotiques, le pack initial, donc on vous décrira tout à l'heure ce que c'est que ce pack initial, et l'idée c'est de voir un petit peu comment les gens de notre territoire s'approprient cet outil. Donc ça servira aux gens à s'approprier l'outil, puis ce sera aussi pour nous un vecteur de communication. Qui veut intervenir? Je vous en prie. Je voulais juste compléter par rapport à tout à l'heure, on a parlé du coût du pack initial, donc le pack initial c'est à peu près 2 000 €. L'idée, donc on vous le détaillera après, c'est d'être à peu près équivalent à un coût moyen mensuel pour un hébergement d'une personne qui est dans une maison de retraite. Très bien. 2 000 € une fois et ensuite il y a les systèmes d'abonnement, comment ça se passe? Alors, qui veut intervenir? Hubert? Juste un complément sur l'expérimentation. Donc le pack, l'idée en tout cas aujourd'hui, dans cette phase d'expérimentation, je parle bien, donc on est sur un prix d'achat à 2 000 €. Tout à l'heure on parlait d'expérimentation de la Creuse. Si on part, donc je crois que les données vont être affinées, mais si on estime qu'on arrive à reculer de 2 ans en moyenne le départ en maison de retraite, vu qu'on va dire qu'un loyer moyen dans une maison de retraite c'est autour de 2 500 €, quelque chose comme ça, bon, si on arrive à récupérer un bon loyer... Dans le privé, oui. C'est plus 1800, 1600 dans le public. Voilà, alors on peut même partir si vous voulez à 1600. 1600 fois 24 mois, on a vite fait le rapport avec un pack à 2 000 € au départ. Alors dans l'expérimentation, en tout cas, l'idée c'est que là on va équiper ces foyers et puis on va travailler sur un système d'abonnement qui seront à la charge des 10 foyers tests. On est parti sur ce montage-là dans les échanges qu'on a eus avec le Conseil Général. Et on va essayer de travailler sur 2 types d'abonnements. Parce qu'on va travailler avec 2 associations de soins, donc la SAD et les ADMR. Voilà. Jean-Baptiste Pierre, je voulais intervenir. On va peut-être répondre sur une question de tout à l'heure qui était quand la 4G? Plusieurs questions. Tout d'abord, moi je voulais juste rappeler les différents niveaux aujourd'hui. Vous vous rappelez, vous êtes maire de Saumon, vice-président du conseil de la communauté de communes du Grand Autonome. Et conseiller général. Et conseiller général. Donc sous toutes les casquettes. Donc première chose, il y a différents niveaux. Je crois que ça a été évoqué, mais pas clairement précisé, de niveau de lieu de vie aujourd'hui de nos anciens, que sont la résidence individuelle, que sont les foyers logements ou résidences pour seniors, et que sont les EHPAD. Et je pense qu'il y avait une inquiétude vis-à-vis de la question de la perte de lien social, notamment pour les personnes qui restent chez elles le plus longtemps possible, où nous serons sur des équipements individuels. Donc je reste persuadé que ces personnes feront le choix d'équipements qui ne rentreront pas en rupture avec les relations qu'elles peuvent avoir. Vous avez cité le voisin avec les volets roulants. Par contre, sur la question, donc ce qu'avait évoqué Jean-Claude Mollet, sur la question des résidences pour seniors, résidences donc intermédiaires entre le logement individuel et l'EHPAD, là il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu à pousser, à faire de l'expérimentation. Nous sommes un certain nombre, alors que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit des acteurs du monde privé ou de collectivités, à avoir pris conscience qu'un certain nombre de nos anciens, notamment en période hivernale, ne souhaitent plus rester dans leur maison et souhaitent intégrer ce type d'établissement. Et il y aura forcément derrière l'organisation de façon à mettre à disposition du personnel, sans rentrer d'ailleurs dans des coûts, vous l'évoquiez, mensuels, que sont ceux des EHPAD, notamment quand on sait qu'un certain nombre rémunèrent leurs propriétaires de capitaux à hauteur de 20 à 25%. C'est aussi le rôle des collectivités que de permettre au plus grand nombre, pour des loyers mensuels qui restent raisonnables et en mettant à disposition des services, permettre au plus grand nombre d'accéder à cette position intermédiaire, ces résidences intermédiaires. Et je crois que cette demande aujourd'hui de la population vieillissante et cette demande grandissante, de façon concomitante avec l'arrivée de la domotique, est une excellente chose pour nos territoires. Je voulais juste, dans les questions, notamment celles que tu as posées tout à l'heure, Laurent, les questions qui se posent, les bonnes questions, est-ce qu'on est allé
assez vite? Est-ce qu'on a fait les bons choix au bon moment pour que nos parents, grands-parents restent le plus longtemps possible chez eux? Je pense qu'il y a d'autres questions, enfin, on pourrait aller aussi vers d'autres réflexions, notamment la question, enfin, je me retourne vers les professionnels, hein, en tout cas au niveau national de ce sujet, vis-à-vis de la différence de niveau de débit aujourd'hui, comment, parce qu'on sait que l'arrivée du très haut débit va se faire, mais dans les 4 ou 5 ans qui viennent, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui concernant l'intégration de technologies, notamment connectées, en fonction des niveaux de débit, et quelles sont les différentes limites sur ce sujet? C'est un sujet qui nous préoccupe, puisqu'il y a je dirais une ambiguïté qui peut se comprendre, et notamment avec les acteurs du privé, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de la simplification on va dire, des réglementations et des normes, en général, les 50, l'action menée par le gouvernement, il y a en ce moment un grand débat sur l'évolution de la norme électrique qui intègre notamment tout ce qui touche au réseau de communication. Et on suit les débats, donc nous ne sommes pas, on va dire, impliqués, en tout cas décisionnaires sur ces évolutions, mais on alerte sur le fait qu'aujourd'hui, au regard de la difficulté en matière de construction de logements neufs, les acteurs aujourd'hui seraient prêts à rechigner sur toute la partie, on va dire, très haut débit et pré-équipement des logements. Donc là, c'est une alerte, en tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaite souligner à l'ensemble, parce que c'est antinomique avec le besoin, justement, de connexion et de communication, puisque je reviens aussi sur la partie, on l'a évoqué en Creuse également, c'est pour ça qu'ils avaient agi il y a longtemps, sur la partie télésanté et télémédecine, parce qu'il y a aussi des réflexions sur ce sujet-là, pour que les logements soient effectivement correctement connectés. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de logements connectés. Avant d'ailleurs, domotique et objet connecté, c'est-à-dire que si le logement n'est pas connecté, à la rigueur, c'est pas forcément gênant, on va dire, pour l'automatisation d'un logement qui intègre, on va dire, qui mobilise les fonctions et les équipements à l'intérieur du logement, mais pour tout le reste, en ce qui nous concerne, ça sera aberrant d'avoir un plan très haut débit et tous les investissements, et à côté, justement, des logements neufs qui ne seraient pas adaptés et qui ne pourraient pas être... sachant qu'on construit des logements, c'est 50 ans, 100 ans. Enfin, c'est pas du bien de courte durée de vie. Vis-à-vis de la situation actuelle, effectivement, l'État, on a parlé des différentes collectivités intervenantes et des différentes institutions. L'État s'est positionné il y a 2 ans et demi via le ministère et la ministre des Personnes âgées et de l'Autonomie de l'ONU à l'époque, maintenant remplacée par une bourguignonne, Madame Rossignol, qui nous avait annoncé un grand plan concernant l'autonomie avec des enveloppes, une enveloppe répartie sur 3 ans de plusieurs centaines de millions d'euros. Nous n'avons pas de nouvelles, nous ne savons pas sur quels critères, si d'ailleurs cette enveloppe sera maintenue, sur quels critères elle sera maintenue, et si justement dans le cadre de la réflexion qui nous est posée, nous pouvons compter sur ce sur quoi s'est engagé l'État. Écoutez, aux dernières nouvelles, et d'ailleurs, à la fois Michel Delaunay et Laurence Rossignol ont participé à nos assises et sont à nos côtés, notamment dans le cadre des journées nationales de la domotique, auxquelles vous avez participé. Normalement, si on suit l'actualité, le projet de loi, normalement, devrait être, on va dire, en cours de vote au premier semestre. Et les enveloppes, aujourd'hui, j'ai pas eu d'informations contradictoires sur le fait qu'elles ne soient plus, puisque c'est 364 millions, si je ne m'abuse. Voilà. Donc il y a aussi une instance avec laquelle nous travaillons qui s'appelle France Cyber Eco, qui regroupe justement tous ces acteurs et qui vise avec la CNAV, qui a un rôle de sensibilisation, justement à continuer à développer et en tout cas à accompagner le développement de ces solutions. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication. En revanche, c'est vrai que c'est pas encore voté. On est sur en ce moment, il y a notre projet de loi, il y a plusieurs lois qui sont en cours d'examen et qui sont également importantes. C'est très simple. Il y a 3 types de montée en débit. Il y a une montée en débit en fonction de la proximité du sous-répartiteur, c'est du VDSL. Si vous êtes à côté, vous allez y avoir droit. Écoutez-moi, on sort de France Télécom, donc la technique, ça va. Alors,
pour sortir de vos 512 cas. Soit vous aurez la fibre, c'est 96 000 foyers hors zone AMI, c'est-à-dire les agglomérations en Saône-et-Loire, 96 000 prises, donc 96 000 maisons, 96 000 foyers. Si vous ne bénéficiez pas des 100 mégabits par seconde au terme du déploiement de la fibre, le département s'est engagé via les solutions satellitaires à rembourser l'installation du matériel 400 à 600 € pour bénéficier de 20 à 30 mégabits par les solutions satellitaires. Donc l'ensemble du département sera couvert et l'ensemble des habitants du département pourront avoir droit soit au haut débit, à un haut débit de qualité, soit au très haut débit. Je voulais remercier Madame Normand d'être intervenue tout à l'heure. En tant qu'administrateur AG2R, effectivement, on a des fonds sociaux régionaux qui sont à disposition d'expérimentation de ce style. Et j'encourage justement fortement les autres groupements de protection sociale à faire la même chose que AG2R, c'est-à-dire à suivre le mouvement et aller dans ce sens-là. La deuxième intervention, ce serait par rapport à l'installation et l'évolution de la domotique. Alors, en étant administrateur AG2R, j'ai oublié de dire que je représentais une confédération syndicale de salariés, et au point de vue du point de vue des salariés donc, qui interviennent à domicile, souligner l'intérêt aussi peut-être de l'évolution de la domotique, pour justement, on l'a évoqué tout à l'heure, pour soulager un petit peu l'activité à domicile des intervenants. Quand on a des lits médicalisés, etc., j'imagine que ça rend service aux personnes qui viennent à domicile, qui sont les aidants, et donc encourager justement cette mise en place de domotique. Je pense que c'est aussi aller en faveur de l'amélioration des conditions de travail chez les particuliers pour ces salariés. Je vous en prie. Juste une remarque, on fait tout un dialogue sur le très haut débit, tout se passe par le téléphone. Qui c'est qui a pas le téléphone ici? Donc j'allais dire, c'est pas des très haut débit pour faire les liens entre la personne âgée qui est dans le bâtiment et la personne qui gère la personne âgée à distance. Après, si on tombe sur la messagerie médicalisée et tout, c'est pas le débat, mais très haut débit, on n'est pas forcément dans besoin. Oui, donc juste pour revenir sur la partie expérimentation, comme l'a dit Olivier Curie, c'est vrai que l'expérimentation, on va la lancer. Aujourd'hui, on la lance sur 10 foyers. Après, si l'expérimentation, on peut la lancer sur 15 ou 20 foyers, c'est encore mieux. Donc, ça veut dire que l'expérimentation est bien évidemment ouverte à d'autres partenaires financiers. Voilà. Juste aussi pour signaler que dans cette expérimentation et dans les partenariats financiers, il y a l'idée aussi d'investir dans une combinaison qui va permettre de simuler le vieillissement, parce que ça, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important pour que ce soit les électriciens ou les aidants naturels se rendent compte de la situation dans laquelle peuvent se trouver des gens. Hein, donc c'est des minerves, c'est des chaussures un peu lourdes, c'est des éléments qui vont permettre de bloquer un petit peu les mouvements. Bon, voilà. Alors pour la partie donc inauguration, l'idée c'est que on va donc inviter nos partenaires financiers du pôle domotique à venir faire une petite signature sur une plaque, et puis aussi inviter les différents intervenants aux tables rondes à venir signer également cette plaque, puisque le pôle domotique c'est un élément, l'expérimentation, le développement en est un autre. Donc du coup, on va terminer cette partie table ronde. On vous invite donc à vous déplacer vers le pôle domotique. Et puis vous aurez, plutôt qu'il y ait une personne qui fasse une explication, parce qu'il y a tout un tas de capteurs, donc vous aurez à votre disposition des spécialistes. Donc il y a Guillaume et Julien que je vois, donc, ou plus généralement les gens qui ont un petit écusson où il y a marqué MDF, GA2B, voilà, etc., qui seront en capacité de vous donner toutes les explications sur le fonctionnement du pôle domotique, puisqu'il y a quand même un certain nombre de capteurs. Puis vous avez aussi les fabricants qui ont développé leurs outils, qui seront en capacité de vous donner ces informations. Voilà. Juste, merci beaucoup d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. On avait mis une petite centaine de chaises, donc on a rempli le contrat, on est extrêmement satisfait. Merci. Merci bien, monsieur l'équipe.
Voilà, pour les questions difficiles, c'est Julien Bardet. Les plus dures, c'est lui qui s'en occupe. Merci à nos intervenants, merci à Edwin Couillereau, bien sûr, merci à Daniel Carré de la Stade, Daniel Asbruck d'avoir été avec nous, tu pourras répondre à vos questions également. Merci aux remplaçants de M. Patrick Tabouret d'avoir été avec nous. Merci à Rémi Robérotte, à Anna Goulet, et puis Marie-Noël Normand, ainsi que tous les intervenants de la salle. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Merci de votre attention.